Salut à tous, bienvenue dans Un mois, un livre. Aujourd'hui, je vous embarque sur une île sénégalaise dans le Sine Saloum, plus précisément dans le village de Niodior, à travers le livre Celles qui attendent de Fatou Diom. Lorsque nous pensons à l'immigration clandestine, nous oublions souvent ces mères qui attendent le retour triomphal de leurs fils, mais surtout de ces épouses qui se languissent de l'absence de leur mari parti à l'aventure. À travers les personnages d'Aramé, de Bounia, de Kumba et de Daba, l'auteur nous conte ces histoires. Nous avons aujourd'hui avec nous un invité avec qui nous allons discuter de ce livre et vous le partager. Nous sommes donc en compagnie aujourd'hui du professeur Marshall Kissi, enseignant-chercheur et écrivain. Bonjour Marshall. Bonjour Moussia. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et nous allons discuter donc de ce livre incroyablement bouleversant et passionnant qu'a écrit Fatou Diom. Je vais te demander ce que tu as pensé d'abord de cette société sur cette île de Niodior au Sénégal. Qu'est-ce que tu as pensé de leur rapport à l'immigration? Je pense que cette société et la plupart des personnages justement qui résident sur cette île voient l'immigration comme la panacée à tous leurs problèmes. Parce que finalement, c'est comme si leur vie gravitait autour de ce rêve. Parce que quand on parcourt le texte, on se rend compte que les gens n'y allaient pas tous les jours, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de moyens. Oui. Donc il fallait du temps pour économiser suffisamment d'argent pour pouvoir faire partir son fils, son ami, son mari, donc son époux. Voilà. Donc finalement, toute leur vie semblait se résumer à ce rêve. Pouvoir y aller ou faire partie leur progéniture. C'est ça, leurs proches. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, premièrement, je ne savais pas vraiment qu'il y avait des sociétés qui étaient basées, aussi orientées sur l'immigration. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement qu'à aucun moment, il y a comme un... Bon, pas un tabou, mais en fait, je m'attendais à ce que quand, au début, les deux femmes étaient en train de préparer le départ clandestin de leur fils, en fait, qu'elles aient peut-être un peu peur d'être jugées par la société, qu'on dise que non, vous avez envoyé les enfants clandestinement et s'il leur arrive quelque chose. Alors qu'au final, la seule chose, c'est qu'elles voulaient garder l'information pour qu'ils aillent et que personne ne soit au courant du départ, mais pas parce qu'elles avaient peur d'être jugées par la société. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'au final, ils ne font pas vraiment de différence entre le départ légal, parce que tu as assez de moyens, donc tu as emmené tes enfants, ils soient là à l'université, tranquillement en France, et le fait d'aller illégalement. C'est comme si au contraire, c'est une très bonne nouvelle qu'on apprend que les enfants ont pris le bateau, ils sont partis. Personne ne les juge pour ça, même si quelque part, vous mettez en danger vos enfants ou votre époux quand vous le laissez partir clandestinement. Oui, je partage la lecture, parce qu'effectivement, on gardait le secret pour ne pas que cela s'ébruite. Le temps de donner plus de chance, parce que une information qui est trop partagée porte malheur. En tout cas, c'est comme ça qu'ils concevaient, les personnages du texte concevaient l'information. Donc, il fallait garder le secret le plus longtemps possible. Et même à son époux, Aram n'a pas voulu donner l'information tout de suite. Il a appris lors d'une conversation qu'elle a eue avec sa bien-aimée Bounia. Exactement. Et donc, c'est en chuchotant qu'il a entendu. Et finalement, il a été même prompt à lui demander pourquoi elle n'envoie pas son fils, pourquoi elle n'inscrit pas son fils sur la prochaine liste. Oui, moi j'étais étonnée. Voilà, parce que justement, je pensais qu'elle se fâchait, mais pas du tout. Aram se demandait si c'était vraiment la meilleure solution. Parce qu'elle aussi, elle avait du mal à voir son fils errer, ne pas pouvoir assurer le quotidien comme les autres fils valides. Et donc finalement, elle était tiraillée entre ces deux hésitations-là. Soit encourager son fils à aller de l'autre côté de la Méditerranée ou garder son fils Lamine tout près d'elle. Donc elle était tiraillée entre ces deux options. Mais Bounia, sa meilleure amie, c'était tout réfléchi. Elle était décidée comme tout. Et du coup, elle cherchait par tous les moyens à convaincre son ami Aram. Et à un moment donné, elle se sentait un peu exaspérée des réticences d'Aram. Qui étaient pourtant justifiées. Voilà. Et du coup, à un moment donné, quand elle en parlait et que Aram hésitait,
elle ne finissait pas la conversation et elle retournait, chez elle. comme le dit l'auteur, comme une marée qui se retirait. Voilà. Elle a utilisé cette expression hein, pour qualifier cela. Et quand son mari, qui était un grabataire, donc qui n'arrivait pas à se déplacer, entend parler de cette possibilité-là d'inscrire leur fils sur la liste, il a été le premier à encourager, à même menacer. Oui, pourquoi tu n'inscris pas, et il dit, pourquoi tu n'inscris pas ton fils sur cette liste, sur cette putain de liste. Il a utilisé des mots très désagréables, très grossiers, pour montrer à quel point pour lui c'était la solution. Exactement. Et rien d'autre. Au problème. Et c'est avec une certaine fierté qu'ils accueillaient le fait d'apprendre que le fils était parti, et aussi pour la société, tous les autres autour les voyaient maintenant différemment. Donc on en parle un peu dans le livre, donc c'est un peu ma deuxième question. Donc par rapport à ce rapport à l'immigration, il y a aussi la manière dans la société dont on est perçu quand on a un fils qui est parti ou quand on a un époux tout simplement qui est parti également, comme on a pu le voir. Donc une des choses qu'on nous dit dès le début, que j'ai trouvé intéressant aussi par rapport à ces femmes qui attendent, comme Fatou Diom le dit, c'est le fait qu'on nous explique que dans cette société, vous êtes des femmes certes, mais dès l'instant où votre mari est parti, ou vos enfants, quelqu'un de votre famille, on estime que vous allez forcément réussir ou avoir de l'argent qui va venir, même si on n'a aucune certitude, et donc personne ne vous aide sur l'île. Et c'est comme ça que les deux femmes se retrouvent toutes seules à devoir trouver des moyens pour subvenir à leurs besoins, pour trouver à manger, etc. tous les jours. Et aussi, je voulais te demander justement, si on reste encore dans cette histoire de l'île et clandestinité avant d'aller plus loin dans les discussions, qu'est-ce que tu as pensé de ces hommes-là, dont on nous explique déjà dès le départ que la pêche rapportait beaucoup d'argent à l'île, mais qu'après, ça commençait à ne plus marcher comme avant, et donc les hommes se retrouvent à la maison, et la place donc que les femmes prennent dans la société. Qu'est-ce que tu as pensé des hommes de ce livre? Parlons des hommes, surtout les pères. Les pères. Ils sont plusieurs, mais je vais prendre deux figures, Koromak et Wagan, parce que ce sont les plus âgés. Alors, le portrait est tellement saisissant parce qu'il y a tellement à dire. Mais je vais essayer d'être bref. Quand je prends le cas de Koromak, la narratrice nous explique qu'il est l'un des rares hommes de son âge à n'avoir pris qu'une seule épouse. Pour commencer. En l'occurrence, Aram. Alors que Wagan, qui est aussi son ami et l'un des voisins, a plusieurs épouses. Et on nous raconte aussi que sa vie au départ était une vie qui n'avait rien à envier à un cadre de la capitale, parce qu'il était marin et il travaillait avec des Espagnols, jusqu'au jour où malheureusement la société a dû fermer pour des questions de finances financières. Et tout. Et justement, il y a comme un transfert, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on découvre la vie d'un homme comme Wagan, on voit un portrait à deux niveaux. Le premier niveau, quand il était dans l'opulence et où il avait la possibilité d'envoyer ses fils un peu partout, notamment à Dakar, à la ville, les plus grands, pour les études. Voilà. Et jusqu'au jour où finalement il perd son emploi et on se rend compte qu'il savait très bien qu'il allait être limogé, qu'il allait perdre son emploi, mais il cachait le secret. C'est ça. Pour donner encore le sentiment aux gens qu'il n'était pas, devenu un chômeur. Oui, c'est ça. Et il y a une chose qui m'a fait sourire, mais en même temps qui m'a poussé à me poser des questions, c'est que dans la période d'attente où il a essayé de faire croire aux gens que c'était des congés qu'il avait pris, il a profité de cette période pour épouser une autre femme. Exactement. Et justement, cette jeune femme qu'il épouse ne s'est pas posé de questions parce qu'elle était très contente. Elle se mariait avec un homme qui avait beaucoup d'argent, alors que cet homme-là était en fin de, je veux dire, pas de vie. Bon, au terme de sa période de prospérité, quoi. Au terme de sa prospérité. Voilà. Donc ça m'a fait sourire, cette manière de cacher l'information pour pouvoir appâter une nouvelle femme et l'épouser. Sachant que tu n'aurais pas les moyens de garder le même style de vie qu'avant, etc. Voilà. Ouais. Ça, c'est un élément qui m'a marqué. Et le deuxième élément, ça concerne les deux hommes, parce que Koromak,
il est gravataire, donc il est invalide. Mais en même temps, il est le plus exigeant. Parce qu'il y a eu une séquence où, quand ils ont parlé justement de la possibilité d'envoyer cet enfant Lamine en Europe, elle venait de lui remettre son plat et il se plaignait parce que elle a estimé que c'était son repas de midi et il lui a demandé si on pouvait appeler ça un repas. Alors qu'il est invalide. Exactement. Il ne fournit plus aucun effort pour assurer la pitance à sa famille. Exactement. Donc c'est sa femme qui est obligée, malgré ses moyens inexistants, d'aller souvent s'endetter, comme elle le faisait souvent d'ailleurs, comme elle le faisait continuellement auprès du boutiquier Abdou, pour essayer de sauver la famille. Parce que là, ce n'était plus pour nourrir la famille, il fallait sauver la famille. C'était de la survie, clairement. C'était de la survie. Et chaque jour, c'était le même refrain, il fallait répondre à la question, coûte que coûte. Donc, cette manière de se comporter-là m'a poussé à me poser des questions. Parce que normalement, quand on est dans son cas, on est censé faire profil bas. Ah oui. Être beaucoup plus conciliant. Mais lui, il n'en faisait qu'à sa tête et il n'hésitait pas à balancer les injures à chaque fois qu'il en avait l'occasion. Au point où son épouse, finalement, a commencé à en avoir marre. Et le texte dit quelque part que elle ne voulait même plus le toucher. C'est-à-dire que quand ils étaient allongés dans la nuit, elle faisait tout pour garder la distance la plus grande. Exactement, possible. Parce que finalement, elle ne se sentait plus vraiment épouse de ce monsieur. Donc voici deux éléments qui m'ont marqué, deux hommes qui m'ont marqué avec leur paradoxe, qui ont eu leur période faste et aussi leur période moins faste. Oui. Donc, effectivement, c'est deux personnages totalement, enfin, je trouve différents, comme tu as pu le souligner. Et je trouve aussi que eux, enfin, aussi bien eux que les autres hommes sur l'île, sauf le boutiquier, je pense qu'il y a quand même des moyens, même si tout le monde vient lui emprunter, enfin, s'endetter auprès de lui, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a beaucoup de misère sur l'île à cause du problème du commerce qui ne fonctionne plus comme avant. Et bien sûr, ce qui favorise donc tous ces départs massifs vers l'Occident. Je trouve que justement, les hommes ne travaillent pas vraiment, c'est les femmes qui se battent et qui sont en train de chercher à manger. Et c'est ça le cas de Koroma qui est un peu dommage, c'est que jusqu'à la fin, il ne montrera pas sa reconnaissance envers sa femme qui trouve un moyen de leur donner à manger matin et soir tous les jours. C'est comme si il est dans un autre... Enfin, moi je pense, quand je t'écoutais parler, je me disais, mais est-ce qu'en fait, tout le venin qui sort de sa bouche, son irritation, sa manière d'être totalement détestable et toujours désagréable, est-ce que c'était pas peut-être la frustration accumulée? Et comme il ne voulait pas voir les choses en face, ou comme il se sentait frustré de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa femme, il se retrouvait à être négatif. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai eu l'impression un peu, non seulement t'écoutant, mais en lisant le livre, parce qu'au fur et à mesure, je me disais, quelque part, ça va être un peu frustrant, étant un homme, de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit et devoir attendre les choses de sa femme, en plus en étant invalide. Je me dis que c'est peut-être le cas, et surtout qu'après, on apprend qu'en plus, Aramé et lui ont été mariés de force et qu'elle aimait un autre homme, tout ça. Donc je me dis peut-être que jusqu'à la fin, il a toujours eu de la frustration dans son cœur. Je ne sais pas. C'est une hypothèse, oui, forcément, surtout si on s'en tient à la société africaine, où en général on considère que c'est à l'homme de prendre soin de la famille, c'est à l'homme de trouver les ressources pour pouvoir assurer le minimum à la famille, même en cas de difficulté. Bon, donc lui, non seulement c'est un vieillard, mais en plus, il est incapable de se déplacer. Donc, il ne peut pas envisager quoi que ce soit. Non, il ne peut rien faire. Parce que même Ouagane, certes, il ne travaillait plus, il était aussi un homme très âgé, mais au moins, il avait la possibilité d'aller échanger, discuter avec des gens, notamment s'asseoir devant la boutique d'Abdou et profiter aussi du repas. Que je cherchais, ouais, à midi. Voilà, parce que les gens s'aggloméraient devant sa boutique, parce qu'ils savaient qu'à midi, en lui apportant sa nourriture, ils allaient en profiter. Et sa femme, même la femme du boutiquier, s'en plaignait. Elle en avait marre. Mais le boutiquier disait à chaque fois que tout ça, c'est Dieu, c'est la charité. Et ça a poussé l'auteur même quelque part à dire que la volonté de Allah, c'est une cale dans laquelle on peut tout mettre. Voilà. Quelque part dans le texte, elle a dit. Et c'est très bien dit. Voilà. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est certainement le poids de la frustration aussi, je pense, qui le pousse à se comporter ainsi, même si ce n'est pas une raison valable. Non, bien sûr, c'est inacceptable.
Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec le profil de celles qui attendent, ces fameuses femmes. Donc, je pense d'abord aux mères et ensuite aux femmes, enfin, les épouses, oui, bon, les femmes, de ceux qui sont partis. Qu'est-ce que tu as pensé de ces mères qui attendent et de ces épouses également? Parce qu'on a deux, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on avait deux générations. On avait les mamans, avec toute leur réalité, leur famille, le foyer et tout, et ces jeunes filles qui viennent d'arriver dans ce monde du mariage, qui sont dans leur belle famille et qui sont donc tout de suite confrontées à une nouvelle réalité. Qu'est-ce que tu as pensé de ces deux profils? Certes, elles ont tout attendu, comme le titre du texte déjà le suggère, mais aussi, on voit qu'elles ont attendu chacune à sa façon, à leur manière. À leur manière. Donc, quand on prend le cas, par exemple, de Kumba, on nous dit qu'elle pensait souvent à son époux, à son homme, c'est-à-dire Issa, et elle aimait tellement qu'il lui manquait. Mais les mères, elles attendaient aussi, bien sûr, ce sont leurs fils qui sont partis, et une mère ne se sépare jamais facilement de son fils. Mais non seulement elles attendaient leur retour triomphal, pour pouvoir aussi se féliciter d'avoir mis au monde des enfants qui sont utiles, un peu comme les enfants de la première épouse du mari de Bounia, de Wagan, je crois. De Wagan, voilà. Mais elles attendaient surtout une forme de libération. C'est-à-dire que désormais, on ne voit plus leurs familles comme des familles qui sont en fait des échecs. Parce que c'est ça finalement l'une des significations de l'attente. C'est, comme je l'ai dit, une attente d'un retour triomphal pour tirer toute la famille de la misère et donner justement cette image d'une famille qui a réussi à toute l'île. Exactement. Voilà, parce que finalement, c'était un peu c'était quelque part l'élément que tout le monde attendait, de voir si le départ des enfants des différentes familles allait entraîner tout ce qu'on espérait, à savoir sortir de la misère, devenir une famille désormais prospère, qui n'allait plus s'endetter et qui allait même régler toutes les dettes qui avaient été contractées. Et Dieu seul sait combien elles étaient nombreuses, ces dettes-là. C'était pas possible. Voilà. Donc c'est un peu ça, ce parallèle des femmes qui aiment et qui n'attendent pas, les épouses, je veux dire, qui en réalité n'attendent pas tellement cette réussite. Je veux dire que ce n'est pas leur priorité, mais c'est vraiment l'amour. C'est vraiment différent, oui. Elles attendent surtout l'amour et après la réussite sociale. Exactement. Mais les mères, elles, certes, elles aimaient leur progéniture, mais elles attendaient surtout de sortir de la misère à cause de quand dira-t-on. Exactement. Les gens, avec leur bouche venimeuse, ont tellement dit des choses vilaines sur leur famille. C'est ça. Et même quand Aram allait chercher des provisions à la boutique, quand elle arrivait chez le boutiquier, elle était obligée de lui demander de se rapprocher parce qu'elle allait encore venir solliciter une aide. Exactement. Donc finalement, elle était très gênée que les gens la voient toujours, l'entendent venir demander encore des prêts. Auprès du boutiquier. 10 minutes. Déjà. Vous avez fait 18 minutes là, je ne plus de 15. Au montage, on verra. Ok, ok, bon, on continue. Il nous reste 3 questions normalement. Ok, donc toujours sur ce sujet, qu'est-ce que je voulais dire? Attends, tu venais de conclure. Ok. Donc oui, donc sur ce sujet, j'aime bien comment tu as fait une différence entre les attentes justement de chacune. Parce qu'effectivement, les mères, elles attendent la réussite sociale de leurs fils sur qui elles vont compter maintenant, vu que leurs maris ne peuvent pas travailler, n'ont pas de moyens. C'est sur leurs fils qu'elles comptent pour avoir de l'argent, pour avoir des moyens, pouvoir aller faire le marché, etc., toutes ces réalités. Et comme tu as dit, on a les épouses, elles, qui sont plus jeunes, qui viennent d'arriver, qui sont encore, qui sont maintenant dans les familles, dans leur belle famille. Parce que là-bas, ce qu'on constate, c'est que quand tu te maries, tu vas dans la maison de ta belle famille. Même si ton mari n'est pas là, tu vas habiter là-bas. Et finalement, tu es la femme, donc c'est toi maintenant qui prends toutes les tâches. Donc ta belle-mère ne fait plus rien, tu deviens celle qui s'occupe de la maison, qui fait toutes les tâches ménagères. C'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les mères étaient pressées de marier leur fils. En tout cas, Bounia, elle était contente. Et puis elle encourageait à ramer, mais que ton fils marie quelqu'un comme ça, tu ne feras plus toutes tes tâches ménagères, etc. J'ai trouvé ça intéressant. Oui, c'est vraiment un élément aussi qui m'a marqué. Parce que, comme tu le dis, Bounia a insisté pour que son fils Issa épouse Kumba.
pas parce qu'elle attendait que son fils se fasse accompagner par une femme, mais surtout parce qu'elle en avait marre Ouais. d'être en réalité une femme qui finalement devenait la rivale de... La belle-fille de sa... Voilà. Ouais, de l'épouse de son... de Elle devenait l'épouse. la rivale quelque part de la femme, Ouais, voilà. de la femme du fils De la première épouse. de sa coépouse. Exactement. Du coup, Se elle sentait voulait inférieure. en finir avec cette histoire C'est ça. et elle a poussé son fils à aller se marier. Surtout que l'occasion, même si est prêtée, parce qu'il avait déjà des vues sur Kumba. Oui, exactement. Même Il y avait une s'il véritable n'avait pas relation. forcément le projet de se marier, du fait de Il aimait sa... bien déjà. Son cœur était disposé. Voilà. Ça, déjà, c'est pas mal. Du fait de sa condition sociale, mais elle a trouvé quand même une manière de contourner la difficulté, Exactement. c'est-à-dire l'absence de moyens, en lui disant on peut faire le mariage à la mosquée, Oui, donc le rapidement, mariage là. religieux. Et quand tu vas aller en Europe Voilà. et que tu vas revenir, On va faire le on pourra vrai- faire le mariage de façon triomphale. Voilà, la fête avec l'argent que tu auras gagné Tu auras là-bas, gagné. Inch'Allah. Voilà. Donc, Et revenir. ça aussi, ça m'a bien marqué. Et d'ailleurs, même, ça a motivé ensuite Aram à Voilà, en faire de c'est là même que je voulais en venir. pour son fils Lamine, qui a profité de cette sollicitation de sa mère, à savoir qu'il puisse se trouver une femme, pour replonger dans son enfance, où à l'école primaire, il s'était épris de Daba. Ça, c'est une Même- histoire même- très, même très si- importante. Voilà. Il n'avait pas eu le courage de le lui dire, Oui. mais sa mère l'a en quelque sorte galvanisé à aller avouer ses sentiments pour Daba, même si au départ, ce n'est pas bien passé. Pas du tout. Non, mais oui, bon, j'ai envie de... Bon, je vais revenir sur ça après, cette histoire de Daba, parce que vraiment, ça m'a marqué dans le livre. Mais oui, donc justement, il y a cette manière de voir les choses-là. Donc, il y a l'intérêt et tout ce que le fils va apporter. Et ensuite, comme on a dit, donc, il y a l'amour que l'épouse, elle attend. Ce n'est pas forcément financier, en tout cas pour le moment. Peut-être qu'après, ça le deviendra, je pense, avec le temps. Il y a une hiérarchie. Oui, des- je pense des qu'avec le attentes. temps, ça deviendra. Et donc, on attend de l'affection, on attend de l'amour, on vient de se marier, donc on ne s'imagine pas loin de quelqu'un. Ça fait bizarre de se marier et tout de suite être laissée toute seule, ne pas être avec la personne qu'on aime et devoir être en fait juste avec des souvenirs, donc dormir avec des souvenirs tous les soirs, attendre des appels, parce qu'il y a le problème aussi de la manière dont on discute. C'est pas comme là où on a les réseaux sociaux, où il y a Internet, etc. Là, c'est vraiment un système où, pour avoir des nouvelles, soit c'est des lettres, soit il faut aller à la cabine du village, il faut attendre que eux t'appellent, que ceux qui sont partis à l'étranger t'appellent. Donc c'est vraiment une attente très très forte, je trouve en tout cas. Et je trouve que ces femmes sont très courageuses, parce que les relations à distance, c'est une chose, mais à distance, plus le fait qu'on ne communique même pas aussi régulièrement qu'on aimerait et qu'on s'accroche à des souvenirs et qu'en fait, on ne sait même pas ce que la personne fait et devient quand elle est là-bas. Et qu'en plus, on est super observé par la société, comme on nous dit dans le livre, surtout en tant que femme qui attend, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de tromperie, que tu es toujours bien, que tu t'occupes de la maison, Enfin, il y a beaucoup d'attentes de la société, alors que déjà, tu prends énormément sur toi, sachant que tout de suite, il y a une solitude. Tu n'as plus tes parents, ta famille, tu es dans une autre maison, et en plus, la personne que tu aimes ou avec qui tu aimerais partager ta vie n'est pas là. Donc je trouvais que c'était intéressant qu'elle donne une voix, en tout cas à ces femmes-là, parce qu'on n'y pense pas. En tout cas, moi, c'est vrai qu'avant de lire le livre, je n'avais jamais vraiment pensé aux femmes qui peuvent rester derrière quand des clandestins partent, ou bien... Bon, quand des gens en situation légale partent, je n'y pense même pas non plus réellement. Je me dis peut-être c'est des relations à distance, mais c'est vrai que la manière dont c'est décrit dans le livre, le profil de ces personnes qui ne savent pas en fait ce que devient les autres qui sont partis, surtout clandestinement, j'ai trouvé ça très touchant. Et je me dis qu'elle a réussi à mettre la lumière sur de nombreuses femmes et de nombreuses histoires qu'on ne connaît pas et qui pourtant existent. Donc, ensuite, je voulais te demander quel est le personnage dans cette histoire qui t'a le plus marqué? Homme comme femme, hein. Oui. Moi, je me suis beaucoup attaché à Aram. Ok. Cette femme, pour moi, est en quelque sorte la métaphore du courage. Parce que déjà, elle était la seule épouse. Et en plus, elle a eu la malchance de perdre très, très vite son premier fils. Son premier fils qui était lui-même polygame. Donc, qui lui a laissé plusieurs petits-enfants. Avec ces maigres moyens, ces moyens même qui n'existaient pas, je ne veux même pas dire maigres, parce qu'ils n'existaient pas, elle devait s'occuper de son mari grabataire, donc il ne pouvait plus
bouger le petit doigt. Elle devait s'occuper d'elle-même, s'occuper de son fils Lamine. C'est vrai qu'à un moment donné, il a dû partir à la capitale, mais très vite, il est revenu suite au décès de son meilleur ami avec qui il travaillait au port. Donc, elle devait s'occuper aussi de Lamine, son deuxième fils, s'occuper ensuite de ses petits-enfants. Donc, ça faisait vraiment beaucoup. Ça faisait beaucoup. Et malgré tout ça, il arrivait des fois où, au début du texte, on s'est rendu compte que Bounia venait aussi parfois, de temps à autre, solliciter son aide. Je me rappelle une séquence où elle était allée emprunter un peu de riz et du savon, parce qu'il fallait faire la lessive. Et ce jour-là, quand elle est rentrée, Bounia lui a demandé si elle pouvait avoir un savon. Elle lui a montré le savon, juste mais elle n'a pas pu lui donner parce que c'est un savon qu'elle avait acquis avec le poids de la honte. Ah oui. Et donc, elle ne pouvait pas, malgré toute sa bonne volonté. Donc, pour moi, c'est cette femme courageuse d'abord, ensuite généreuse, qui n'hésite pas à aider quand elle le peut, et puis une mère aussi très attachée à ses enfants. Je ne dis pas que les autres mères n'étaient pas attachées à leurs enfants, mais elle était tellement attachée à ses enfants, notamment à Lamine, le seul qui lui restait, qu'elle était prête à continuer de vivre dans la misère, quitte à garder son fils en vie et près d'elle. C'est vrai. Donc, tous ces éléments-là m'ont poussé à vraiment m'attacher à cette femme. Un coup de cœur. Ouais, c'était vraiment, comme tu le dis, un coup de cœur. Et dernier élément, ce n'était pas la femme qui passait son temps à médire des autres. Après, le contexte est différent. Peut-être que si elle avait une coépouse, elle n'allait pas être aussi avenante, peut-être. Le texte ne nous dira pas, puisqu'elle était la seule épouse. Mais d'un autre côté, son amie Bounia, elle passait son temps tout le contraire. À dire des méchancetés sur sa coépouse. Mais après, la coépouse non plus n'était pas totalement blanche, totalement, je veux dire, hors de reproche. Parce qu'on voit que dans le texte, elle passait son temps à se glorifier de la réussite sociale de ses enfants, au point où elle voulait toujours faire du mal à l'autre. Donc, quelque part, même si ce n'est pas une excuse, on peut aussi comprendre, le comportement de Bounia. Mais voilà, moi, je me suis surtout attachée à Aram. Moi aussi, je pense que mon coup de cœur, c'est Aram, bizarrement. Parce que j'ai beaucoup apprécié, enfin, Aram et Kumba. Aram, comme tu as dit, parce que j'ai beaucoup aimé sa personnalité. Donc le fait qu'elle ne soit pas quelqu'un qui soupçonne déjà le mal, ou bien qui soit en train de médire comme son amie. Et comme tu dis, peut-être que c'est les circonstances aussi. Mais elle avait une personnalité plutôt réservée, tournée sur elle-même. Et le fait qu'elle ait ce cœur-là, justement, de vouloir prioriser la sécurité de son fils, son bien-être et l'avoir près d'elle, plutôt que de penser à la réussite sociale que ça lui apporterait si son fils part. Elle pensait plus au risque aussi de le perdre, comme tu as dit, contrairement à Bounia qui, elle ne voyait même pas ça. Elle pensait juste à comment elle allait pouvoir se venger des autres, on allait parler positivement d'elle grâce à son... Elle était très portée, je trouve, sur le qu'en dira-t-on, et puis surtout cet attrait, bon, je ne dirais pas de richesse, mais de possession matérielle et de glorification, chose que je ne trouvais pas chez Aramé, même dans son quotidien. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez elle, c'est qu'elle a été elle-même victime d'un mariage forcé avec son mari. Et elle fait la même chose, en quelque sorte, avec sa belle-fille. Enfin, avec sa belle-fille Daba. Je veux revenir quand même sur l'histoire de Daba et Lamine, parce que moi, personnellement, ça m'a choquée. J'étais très, très mitigée. Donc, petite background story quand même, c'est que Lamine et Kumba, Lamine et Daba, j'arrête pas d'intervertir les noms. Lamine était amoureux, on va dire, de Daba depuis qu'ils sont petits. Elle était proche d'un autre, j'ai oublié son nom là, ça m'échappe, Ansou, voilà. Ils sortaient même ensemble, etc. Et là, ils étaient à un stade où ils étaient fiancés. C'est là que lui, il a réussi à lui avouer ses sentiments. Mais il était trop tard. Donc, en fait, Daba l'aimait bien, mais pas comme ça. Et il lui a dit, ah voilà, je me fiance avec Ansou, qui est aussi l'ami de Lamine de base. Donc, ils sont fiancés, ils ont fait la dot et tout. Et c'est là que Lamine part. Et quand il part et que Bounia réussit à mettre dans la tête de sa mère que son fils doit quand même se marier, même s'il est à distance. Déjà, ça m'a étonné qu'on puisse se marier à distance comme ça. Et elle a commencé à voir qui lui plaisait. Il a dit, bon, Daba, mais elle est dotée en sous et elle va se marier. Et malgré ça, elle a réussi à trouver un moyen à Aramé de s'approcher de la belle famille, enfin de la famille de Daba, de leur parler.
Et tellement on a cette glorification et cette idéalisation de l'Europe, ils se sont dit, oulala, entre un monsieur... Moi, ça m'a choqué justement, parce que je me dis, mais ils se sont dit, entre le monsieur qui est là, qu'on connaît depuis très longtemps, qui sort avec notre fille qu'on aime depuis très longtemps, il a donné la dot, on a accepté, il est plutôt prospère, on nous le dit dans le livre, il a quand même des moyens, son business marche bien. Ils ont préféré annuler leurs paroles, enfin déjà, oui, ne plus tenir leurs paroles, chose qui est très importante, on le constate dans leur société là-bas. Et en Afrique même en général. Voilà, en Afrique même en général, ils ont préféré même redonner toute la dot pour cet homme-là qui est là-bas et dont on ne connaît pas l'avenir. Mais comme il est parti en Occident, on se dit non, il va forcément revenir prospère. Donc notre fille n'a qu'à l'épouser. Et sans demander l'avis d'Aba, qui était quand même amoureuse de Ansou et qui l'aimait, et qui s'est retrouvée donc forcée à rompre ses fiançailles et à se marier avec quelqu'un qui n'était même pas là et dont elle ne savait même pas quand il allait venir. Un absent. Voilà, absent, et qu'elle avait déjà, entre guillemets, déjà un peu viré. Donc ça m'a vraiment choquée. Mais malgré ça, Aramé, elle a quand même pris du recul après un moment et puis elle s'est dit, mais en fait, j'ai fait à cette fille-là ce que moi, on m'a fait. Et ce qui fait que même quand Daba a trompé Lamine, parce qu'elle est repartie vers Ansou, elle est même tombée enceinte, elle n'a pas chassé, elle n'a pas été en colère, etc. Elle s'est dit, oh mon Dieu, c'est ma faute, c'est moi qui ai fait que cette fille-là se retrouve dans cette situation. Il faut que je trouve une solution. Et son cœur s'est attendri. Et c'est comme si, en fait, elle a réussi, pour moi en tout cas, c'est comme si elle s'est fait pardonner, racheter pour la peine qu'elle a causée. Parce que c'est vraiment elle qui était au four et au moulin pour faire en sorte de convaincre la famille pour qu'elle épouse. Mais elle a quand même, c'est pas une rédemption, mais en tout cas, je trouve qu'elle a réussi à rattraper le coup. Et elle avait vraiment eu de la culpabilité par rapport à ça. Et je trouve qu'elle a vraiment, elle a pris du recul. Donc ça m'a vraiment touchée, ça m'a étonnée, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnages comme ça. Et la deuxième personne, c'est Kumba. Parce que j'ai trouvé qu'elle et Isia avaient quand même de l'amour, elle aimait, etc. Elle avait des souvenirs de lui. Ils avaient consommé déjà le mariage et puis ils avaient passé du temps ensemble avant qu'ils partent. Et elle a vraiment été fidèle dans son attente. Elle était vraiment torturée. Genre, on le sentait dans le livre, elle était torturée, elle n'en pouvait plus. Elle était vraiment stressée par cette séparation avec son époux. Et au final, quand il revient avec une dame blanche qu'il a épousée et des enfants, elle est choquée, mais elle continue. Et elle se dit, bon, tous mes rêves, tout ce que j'avais idéalisé concernant son retour, c'est plus là. Je vais maintenant le partager avec quelqu'un, etc. Mais je vais quand même m'accrocher et je vais continuer. Mais mon coup de cœur vient du fait que elle ne s'est même pas mise en colère ou elle ne s'est pas fâchée. Elle était très frustrée, elle avait mal au cœur, mais elle s'est quand même promis de rester fidèle à sa parole et à ce qu'elle a dit et d'aimer Isia de tout son cœur. Et je ne sais pas, ça m'a fait quand même réfléchir parce que je me suis dit, c'est difficile d'attendre. Et je me dis, attendre et voir que l'autre personne est, bon, pas passer à autre chose parce qu'on te dirait que c'est pour les papiers, mais que l'autre personne revient avec quelqu'un d'autre, avec carrément une autre famille, et que maintenant c'est même plus seulement ton mari, et qu'il va venir seulement 3 mois dans l'année, et que toute la société soit en train d'avoir beaucoup de pression, je me dis que c'est vraiment énorme pour une personne à supporter, de sacrifier limite sa propre vie et son propre bonheur en fait pour, je sais pas au final, pour le bien de ses futurs enfants qui vont grandir, pour la famille. Je me suis dit qu'il y avait ce petit paradoxe aussi entre celles qui attendent, parce qu'elles n'attendent pas passivement, elles attendent vraiment activement. Et je trouve que ça fait très mal au cœur. Il y a une phrase qu'elle répète dans le livre, mais j'ai oublié, je ne sais plus si c'est ceux qui partent, ils nous font quelque chose, nous tuent ou bien nous, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, c'était très fort et elle répétait cette phrase souvent. Et j'ai trouvé ça très difficile, mais c'est un personnage que j'ai beaucoup admiré pour sa persévérance et pour sa résilience. En tout cas, et sa fidélité pour son amour à Isia. J'ai oublié son nom. À Issa. Donc c'était mon coup de cœur. J'étais un peu lourde, désolée. Donc pour conclure, je veux juste te demander, pour terminer, qu'est-ce que tu penses de ces voix donc, des femmes à travers le livre, celles qui attendent? Pour répondre à cette question, j'aimerais citer une parole proverbiale dans le texte où on peut lire ceci. Lorsque dire ne sert plus à rien, le silence est une ouate. C'est un proverbe, comme je l'ai dit, tiré du livre, qui pour moi résume un peu la voix des femmes. Parce que elles ne sont pas bavardes. Pas du tout. C'est des femmes qui privilégient l'action, le faire. Un adage populaire dit que les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. Elles, avec tous les défauts qu'on peut leur opposer, parce que ce n'étaient pas des femmes parfaites, Pas du tout. mais elles ont toujours privilégié l'action au détriment de la parole. Et pour moi, ce sont des femmes
valeureuses de ce point de vue-là. Ce sont des exemples, des modèles, avec leurs forces et leurs faiblesses, Bien mais sûr. elles sont des modèles de persévérance et de courage. Et de courage. Merci beaucoup pour ce partage, pour cette belle citation. Je rebondis donc en invitant chacun d'entre vous le vendredi 22 novembre au Goethe-Institut à 18h30 autour de notre apéro littéraire. Nous allons parler des voix des femmes dans la littérature africaine. Merci beaucoup, Marshall, d'avoir été avec nous et de nous avoir partagé ton ressenti sur le livre. Ce fut un plaisir. On se retrouve donc le vendredi 22 novembre. À bientôt.